Il est évidemment facile de caricaturer ma déclaration, ce qu'il a fait en disant que, vous savez, nous devrions passer d'un extrême où nous torturons les jeunes enfants en Allemagne avec rien d'autre que de la culpabilité à dire « Oh, nous devrions complètement ignorer les péchés de l'Allemagne nazie ». Je n'ai évidemment dit aucune de ces choses. Ce que j'ai dit, c'est que nous ne devrions pas torturer les enfants en Allemagne en leur disant que l'Allemagne est le pire pays du monde. Et c'est tout ce qu'on leur enseigne. Et on ne leur enseigne rien sur, vous savez, les grandes choses que l'Allemagne a faites dans le passé et que l'Allemagne ne peut pas être définie. Et les enfants, dont les arrière-grands-parents n'étaient peut-être même pas nazis, sont informés que l'Allemagne est le pire pays qui ait jamais existé sur la face de la Terre et qu'ils doivent vivre avec rien d'autre que de la culpabilité et de la honte. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas. Ce que je ne dis pas, c'est que le nazisme devrait être ignoré. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis que l'histoire culturelle immense de l'Allemagne est incroyable. Si vous pensez aux grands philosophes, aux grands compositeurs, aux contributions incroyables en termes d'ingénierie et de science que l'Allemagne a faites, y compris celle des Juifs en Allemagne. Einstein, bon exemple. Ces choses devraient être célébrées, pas à l'exclusion des nazis, pas pour l'ignorer, mais dire que c'est tout ce dont l'Allemagne parle est absurde et faux. Alors les gens devraient être fiers des grandes choses que l'Allemagne a faites. Fiers de ça. L'Allemagne est une nation ancienne, vieille de milliers d'années, qui a été l'une des rares nations à résister à l'incorporation dans l'Empire romain. Vous voyez, remonter 2000 ans en arrière. Même Rome ne pouvait pas vaincre l'Allemagne. Rome était l'empire le plus puissant du monde à l'époque, mais ne pouvait pas vaincre l'Allemagne. Ils ont abandonné. Alors, il faut comprendre le contexte complet de l'histoire allemande, les grandes choses ainsi que les terribles. Et vous savez, quand vous regardez, disons, l'Amérique, que s'est-il passé avec les peuples autochtones d'Amérique? Où sont-ils? Que s'est-il passé avec les peuples autochtones de Judée avant l'arrivée des Juifs? Où sont-ils? Alors, à un moment donné, les choses ne peuvent pas être simplement sur les choses terribles qui ont été faites. Les choses terribles doivent être apprises, mais aussi les bonnes. C'est simplement. Je veux dire, vous savez, nous passons de questions philosophiques et politiques profondes à des trivialités de la semaine. Il y a beaucoup d'ingénieurs très intelligents et très motivés en Chine. Alors, vous devriez vous attendre à ce que la Chine propose beaucoup de grandes choses. Et ils ont proposé beaucoup de grandes choses. Encore une fois, regardez ça. Et si on regarde la longue histoire de la Chine, aussi une nation ancienne qui a inventé et développé beaucoup de choses, et pendant la plupart de l'histoire humaine, la Chine a été la nation la plus puissante sur Terre. Alors, vous savez, je pense particulièrement du point de vue des gens en Chine, ils voient simplement l'ascension de la Chine comme reprenant leur place normale dans l'histoire, qui est le pays le plus puissant sur Terre. Et donc, vous pouvez vous attendre à ce qu'ils fassent beaucoup de grandes choses, DeepSeek étant l'une d'elles. Mais c'est simplement le résultat de l'immense quantité de talent en Chine. C'est très impressionnant. Mais est-ce une sorte de révolution complète dans l'IA? Non, ce n'est pas. Le Xai et d'autres vont bientôt sortir des modèles qui sont meilleurs que DeepSeek. Comme vous le savez, l'Europe a en fait plus de bureaucratie qu'eux. Attendez, pouvez-vous deviner? D'accord, la connexion semble toujours bonne.
L'Europe a en fait plus de bureaucratie que les États-Unis, parce que vous n'avez pas seulement le niveau provincial et national. Vous avez aussi l'UE par-dessus. Et pour être totalement franc, le siège de l'UE à Bruxelles est essentiellement une grande cathédrale de la bureaucratie. Alors, si quelqu'un souhaite visiter la grande cathédrale de la bureaucratie, visitez le siège de l'UE à Bruxelles. Je pense que l'Europe a probablement besoin d'efficacité gouvernementale plus que les États-Unis. Et cela doit se produire au niveau des pays et au niveau de l'UE. Et en fait, je pense que le travail est plus difficile en Europe qu'aux États-Unis. Tu sais, je pense que la surréglementation a freiné énormément de progrès et d'innovation en Europe. Et à moins que, et si la je l'appelle une sorte d'étranglement lent par surréglementation, parce que c'est un étranglement lent, car ce n'est pas comme si, à un moment donné, on se disait que c'est fini, mais le nœud autour du cou se resserre un peu chaque année. Et finalement, tu sais, ça va tuer l'Europe. Donc il doit y avoir, à mon avis, une action immédiate pour réduire la réglementation au niveau de l'UE, au niveau national et au niveau local. Je pense que nous verrons que les modèles open source sont généralement en retard par rapport aux modèles commerciaux. Donc, tout ce qui est commercialement puissant aujourd'hui sera probablement open source dans un an ou moins, et je m'attends à ce que cette tendance continue. Donc, essentiellement, tout le monde aura l'IA. Tu vois, en fait, c'est peut-être le changement le plus profond. Tu sais, l'avènement de la superintelligence numérique. Maintenant, si tu prends du recul et dis comme promesse d'il y a 1000 ans, désolé, 1000 ans à partir de maintenant, que diront les historiens? Eh bien, en supposant qu'ils soient encore humains à ce moment-là, pas des ordinateurs, que diront les historiens comme étant la chose la plus importante ou les jalons les plus importants de l'histoire? Un de ces jalons fondamentaux sera l'avènement de la superintelligence numérique. Aucune question. Ils auront depuis longtemps oublié qui est en charge de quel pays. Eh bien, ce sera mineur en comparaison avec l'avènement de la superintelligence numérique. Je pense aussi que l'humanité, devenant une civilisation multiplanétaire, figurerait également sur cette liste, parce que je pense que cela figure sur une liste de, on pourrait dire en regardant d'un point de vue très large, d'un regard très haut niveau sur, disons, quels sont les jalons qui seraient peut-être dans le top 10, et du point de vue général, de l'évolution en général, tu dirais comme il y aurait la vie unicellulaire, la vie multicellulaire, la différenciation en plantes et animaux, la vie passant de l'océan à la terre, les mammifères, la fonction cognitive chez les mammifères comme les humains. Ensuite, ce serait aussi la vie devenant multiplanétaire et la superintelligence numérique figurerait sur cette liste du top 10. Je veux dire avec beaucoup de difficultés. C'est tout un défi. Tu sais, notre cerveau ne consomme que 20 watts de puissance et de cela seulement 10, environ la moitié, est une fonction cérébrale supérieure. Donc j'ai essentiellement un ordinateur de 10 watts pour faire tout ça et je trouve tout cela très difficile pour mon ordinateur de viande de 10 watts, qui est mon cerveau. Une chose que je pense être utile cependant, c'est qu'il y a une grande différence entre la formation, combien de charge mentale, la formation pour faire quelque chose prend, par rapport à l'inférence ou l'exécution de cette chose. Donc tu pourrais prendre comme disons les échecs comme exemple. Il pourrait falloir fragment disons 10 000 heures pour devenir grand maître aux échecs, mais ensuite tu peux jouer la partie en quelques heures. Donc c'est un peu ce qui s'est passé ici avec, disons, Tesla et SpaceX, c'est que j'ai vraiment bien plus de 10 000 heures
à comprendre comment construire et développer une entreprise automobile et une entreprise de fusées et des satellites et toutes ces choses. J'ai aussi, avant SpaceX, été cofondateur de 2 entreprises Internet. Donc je comprends Internet, je comprends les paiements et tout ce genre de choses. La charge mentale requise, une fois que tu as été formé sur quelque chose, est très faible par rapport à la formation elle-même. C'est ainsi que je suis capable de faire des choses qui ont nécessité d'immenses quantités de formation sur des décennies, mais qui ne nécessitent pas beaucoup de charge mentale, une fois la formation terminée. Maintenant, en ce moment pour le gouvernement, bien que j'ai énormément interagi avec le gouvernement, c'est ma première fois à essayer d'améliorer le gouvernement. Donc, il y aura une charge de formation initiale qui est significative, et ensuite, nous passerons à l'inférence, ce qui est plusieurs ordres de grandeur plus facile que la formation. Je n'ai pas fait d'offre pour TikTok et je veux dire, je n'ai pas de plan pour ce que je ferais si j'avais TikTok. Je veux dire, je suppose que je regarderai l'algorithme et essaierai de décider à quel point cet algorithme est nuisible ou utile et que pouvons-nous faire pour orienter l'algorithme pour qu'il soit plus productif et finalement bénéfique pour l'humanité. Tu sais, nous devrions généralement pencher dans la direction de quelque chose qui est plus bénéfique que plus nuisible. Je n'utilise pas TikTok personnellement, donc, tu sais, je ne suis pas très familier avec. J'ai juste vu, tu sais, leurs vidéos apparaître occasionnellement sur X où des gens me montrent quelque chose. Mais je ne suis pas en train de baver à l'idée d'acquérir TikTok. Je n'acquiers pas d'entreprise en général. C'est assez rare. Acquérir Twitter, maintenant appelé X, c'était très inhabituel. Je construis généralement des entreprises à partir de zéro. Et la raison pour laquelle j'ai acquis Twitter, ce que j'ai dit à l'époque, c'est qu'il était important de préserver la liberté d'expression en Amérique et dans la mesure où nous sommes légalement autorisés à le faire dans le reste du monde. Je sentais qu'acquérir Twitter serait une étape importante et productive pour l'avenir de l'humanité. Et même si c'est vraiment assez douloureux et a été très difficile, je pense, néanmoins, qu'il est important de le faire. Je ne sais pas si la même logique s'applique à TikTok, mais donc, fondamentalement, je n'acquiers pas des choses juste pour des raisons économiques. Et donc, il n'est pas clair pour moi quel serait le but d'acquérir TikTok à part l'économie. Bien sûr. Eh bien, je considère généralement ces mouvements comme positifs et toute cette définition de ce qui est juste, ce qui est une sorte de droite, ce qui est gauche. Tout cela a changé au fil du temps. Des politiques comme simplement avoir une immigration sensée et des dépenses gouvernementales sensées. C'était autrefois. En fait, les gens de gauche avaient aussi ces opinions, et le gouvernement centriste avait certainement ses opinions. Donc, ce que nous avons vu dans les médias, c'est de définir des choses qui étaient autrefois centristes à centre-gauche, comme une politique d'immigration ostensible, comme étant d'une certaine manière d'extrême droite, ce qui est absurde et faux, parce que vraiment, l'extrême droite devrait se référer à des situations extrêmement fascistes, comme l'extrême droite devrait se référer à, tu sais, élire des régimes qui veulent lancer des guerres ou des génocides, ou quelque chose comme ça. C'est ce que l'extrême droite est censée signifier. L'extrême droite n'est pas censée signifier une politique d'immigration sensée. Cela, littéralement, si tu prenais des discours de politiciens qui étaient centre-gauche et juste prenais leurs discours d'il y a 10, 15 ans, ils disaient littéralement la même chose. Donc ce que nous avons vu est vraiment une dérive vers la gauche
pour hésiter à utiliser le même modificateur, mais où beaucoup de gouvernements sont en fait d'extrême gauche, mais pensent qu'ils sont centristes, ou pensent qu'ils sont simplement de gauche ou centristes, mais ils sont en fait d'extrême gauche par rapport à ce que la gauche était même il y a 10 ou 15 ans. Vous pouvez prendre des discours qu'Obama ou Hillary Clinton ont donnés sur l'immigration, et ils sonnent identiques à ceux du président Trump. Et c'était il y a seulement 10, 15 ans, pas si longtemps. Donc je pense que ce que nous avons vu est une redéfinition de ce qui est à droite et à gauche, mais une redéfinition inexacte. Et franchement, c'est juste de la propagande parce que les gens associent généralement que, eh bien, tout ce qui est d'extrême droite doit être mauvais. Alors, nous allons étiqueter des choses de bon sens comme étant d'extrême droite, ce qui est absurde. Maintenant, je suis un grand fan du président Milei. Il fait un travail fantastique en Argentine. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Argentine. L'Argentine connaît une croissance sans précédent. Il a l'inflation sous contrôle. Enfin, il a réduit la taille du gouvernement de manière spectaculaire. Et réduire la taille du gouvernement est très important parce qu'il faut déplacer les gens des rôles de faible à négative productivité dans le secteur public vers des rôles de haute productivité dans le secteur privé. C'est ce qui entraîne en fait une amélioration économique à un niveau fondamental. Si vous déplacez les gens des rôles de faible à négative productivité vers des rôles de haute productivité, alors la production de biens et services augmente et le niveau de vie augmente. C'est sortir d'un cycle parce que parfois, les gens se laissent prendre par l'idée que l'argent est réel, mais l'argent n'est pas réel. La production de biens et services est réelle. L'argent est simplement une représentation de cela. Oui, eh bien, définissons simplement ce qui est entendu ici. Je veux dire, si par wokisme, on entend comme le racisme sur la base du sexe et du genre et d'autres questions, ce que DEI est simplement du racisme. Rebrandé, alors oui, je suis contre le racisme et le sexisme, peu importe contre qui c'est dirigé. Il est tout à fait possible d'être raciste contre les Blancs, ou les Noirs, ou les Asiatiques, ou n'importe qui d'autre. Et nous ne devrions vraiment accepter aucun racisme ou sexisme sous aucune forme, peu importe quoi. C'est ce qu'on appelle DEI. Et le wokisme prône essentiellement le racisme et le sexisme. C'est mal. Ils sont aussi anti-méritocratiques. Donc, nous devrions vraiment, à mon avis, avoir une société méritocratique où les gens réussissent en fonction de leurs capacités et de la façon dont ils travaillent dur. Cela devrait être la seule façon dont les gens réussissent, pas par des mesures arbitraires qui sont discriminatoires. Donc, nous avons besoin d'une société méritocratique et nous avons besoin de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression n'est pertinente que si les gens sont autorisés. Si les gens que vous n'aimez pas sont autorisés à dire des choses que vous n'aimez pas, c'est le seul moment où la liberté d'expression est pertinente. Il ne peut pas être que le gouvernement décide de ce qui est ou n'est pas de la désinformation, ou de la désinformation, parce qu'alors, vous obtenez la politique appliquée à ces étiquettes. Et en fait, vous obtenez simplement la suppression de la liberté d'expression. Donc vraiment, je pense que le wokisme est mauvais parce qu'il est raciste, sexiste et anti-liberté d'expression. Oui, je veux dire, c'est très basique que si les gens arrêtent d'avoir, vous savez, s'il n'y a pas de bébés, si les gens arrêtent d'avoir des bébés, l'humanité s'arrêtera. Et nous avons vu maintenant depuis de nombreuses années des taux de natalité très bas dans presque tout le monde. Donc même l'Inde est récemment passée en dessous du taux de remplacement. Alors parfois, les gens diront, eh bien, nous allons juste remplacer les gens par l'immigration, comme l'immigration d'où. Si vous regardez la Chine, par exemple, ils sont à peu près à la moitié du taux de remplacement. Je pense que peut-être que c'est 60% ou quelque chose comme ça. Donc cela signifie, appelez ça quelque chose, comme 600 millions de personnes seront perdues de cette génération. Où allez-vous trouver 600 millions d'immigrants? Cela nécessiterait presque 2 Amériques
pour déménager en Chine. C'est impossible. Si vous regardez la Corée a un remplacement. Le taux de natalité est maintenant un tiers du taux de remplacement. Cela signifie qu'en 3 générations, la taille de la population coréenne sera d'environ 3 à 4% de ce qu'elle est actuellement. Fondamentalement, la Corée disparaîtra. Et je pense qu'il y a de grandes choses dans chaque culture. Nous ne voulons pas que la culture allemande disparaisse. Nous ne voulons pas que la culture française disparaisse. Nous ne voulons pas que la culture coréenne disparaisse, ou le Japon, ou l'Amérique, ou n'importe où. Je pense que c'est en partie pourquoi je suis comme... Je pense que nous devrions être très prudents à propos d'avoir une sorte de melting pot mondial parce que nous n'aurons alors pas. Chaque endroit sera le même et il n'y aura pas de cultures uniques dans le monde, ce qui, je pense, rendrait le monde pire. Donc je pense que nous devons préserver ces cultures nationales et c'est un avenir que je pense est meilleur. Je pense que la plupart des gens seraient d'accord que c'est mieux. Nous ne devrions pas laisser les cultures disparaître. Et actuellement, basé sur les taux de natalité actuels et le soi-disant multiculturalisme et globalisme, ce que nous voyons en fait est la dilution des cultures individuelles et la destruction et la mort des cultures individuelles, ce que je pense est terrible pour l'avenir. Eh bien, je pense que nous sommes à un point d'inflexion. Donc je recommanderais, vous savez, un changement radical en Europe qui encourage un taux de natalité beaucoup plus élevé. Je pense que cela peut nécessiter des incitations très dramatiques. Je pense que l'Europe doit avoir une politique d'immigration sensée. Tu sais, où les gens sont bien vérifiés avant de venir en Europe, et s'ils commettent des crimes, ils sont expulsés. Sinon, tu auras la destruction de l'Europe. Aussi, il faut faire un effort significatif pour la déréglementation et essentiellement l'élimination des lois et règlements pour éviter l'endurcissement des artères jusqu'à ce que tout soit bloqué. C'est illégal de faire quoi que ce soit en Europe, ce qui se passe essentiellement maintenant. Donc, je recommanderais une action immédiate et dramatique pour la déréglementation, la liberté d'expression, une immigration sensée et l'amélioration du taux de natalité. Si ces choses arrivent, l'Europe aura un bon avenir. Et si elles n'arrivent pas, l'Europe échouera.